Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le mode de transmission des maladies monogéniques. Donc, c'est la génétique mendélienne. Nous allons commencer par des notions fondamentales en génétique. L'hérédité est un mot venant du latin. Hereditas veut dire ce dont on hérite. Donc, c'est l'étude de la transmission des caractéristiques spécifiques à un individu d'une génération à une autre. Le support de cette hérédité, le support de l'information génétique, c'est le gène. Donc le gène a un emplacement spécifique au niveau du chromosome qu'on appelle le locus. Chaque gène est présent sous la forme de deux exemplaires qu'on appelle les allèles. Donc les allèles, c'est les formes d'un gène donné. Nous avons ici l'allèle 1, donc du gène qui code pour la couleur des cheveux bruns, et l'allèle 2 qui code pour la couleur des cheveux blancs. Donc on a dit que nous avons deux allèles parce que les chromosomes sont en paires. Chez l'humain, nous avons 46 chromosomes, ce qui correspond à 23 paires de chromosomes. Un chromosome d'origine paternelle, en vert sur notre schéma, et un chromosome d'origine maternelle, en jaune sur notre schéma. Ces deux allèles peuvent être identiques comme ils peuvent être différents. Lorsqu'ils sont identiques, donc les deux allèles d'un même gène sont identiques, on parle d'individus homozygotes. Lorsque les deux allèles d'un même gène sont différents, on parle d'individus hétérozygotes, comme nous avons ici l'allèle grand A en rouge et l'allèle petit a en jaune. Une maladie génétique est dite dominante si l'altération d'un seul des deux allèles est suffisante pour avoir les signes cliniques de la maladie. Et là, la maladie, elle peut s'exprimer chez les homozygotes et aussi chez les hétérozygotes. Une maladie est dite récessive si il faut l'altération des deux allèles pour avoir les signes cliniques de la maladie. Le génotype représente la constitution génétique de l'individu. Donc, c'est des caractères héréditaires qui sont propres à l'individu. L'expression visible du génotype, c'est le phénotype. Donc, le phénotype, c'est un ensemble de caractères qui sont observables. Ça peut être des caractères normaux, non pathologiques, tels que le groupe sanguin ou bien les groupes tissulaires HLA, ou bien des caractères pathologiques d'une maladie précise. Donc l'ensemble de ces caractères, c'est des caractères moléculaires, biochimiques ou bien morphologiques tels que la couleur des yeux. Le terme de génétique mendélienne a été retenu par rapport aux travaux d'un moine autrichien qui n'est autre que Gregor Mendel. Donc Gregor Mendel, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a croisé une série d'expériences végétales au niveau du jardin de son monastère. Il a effectué des croisements en utilisant le pois, donc Pysium sativum. Il a croisé, premièrement, des pois de couleurs différentes. Donc, ces générations parentales, c'est des lignées pures qui ne se sont croisées qu'entre elles. Et qu'est-ce qu'il a obtenu au cours de la première génération ? La première génération, elle est dite F1, donc c'est la génération fille. Donc, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu une génération uniforme. Donc, il a obtenu la couleur jaune à 100%. Ensuite, il a croisé donc là, cette première génération, donc qui est une génération hybride, la F1 entre elles. Il a obtenu la deuxième génération. Il a remarqué que cette deuxième génération, elle ne ressemble pas à la génération parentale. Donc il a vu un autre phénotype qui n'est autre qu'un phénotype des grands-parents qui est apparu. Et là,
on a découlé les lois de Mendel. Donc la première loi de Mendel, c'est la loi d'uniformité de la première génération. Donc 100%, on n'a vu qu'une seule couleur qui domine. Deuxième loi de Mendel, c'est la loi de ségrégation. Donc les hybrides de la deuxième génération, F2, ils ne ressemblent pas à la génération parentale. La troisième loi de Mendel, là, il a utilisé deux caractères. Donc c'est le dihybridisme. Donc c'est la loi de disjonction indépendante des couples de caractères. Les maladies héréditaires mendéliennes monogéniques. Ce terme est retenu à toutes les maladies héréditaires qui sont dues à la mutation d'un seul gène. Donc, on a un seul gène qui est impliqué dans l'apparition de la maladie. Elle représente environ 4500, actuellement jusqu'à 6000 maladies. Elle représente une cause importante des échecs de la reproduction, des avortements, comme exemple, de mortalité périnatale et également d'handicap social. C'est des maladies principalement de l'enfant. 5% d'entre elles se développent après la puberté et 1% surviennent à la fin de la période de reproduction, c'est-à-dire à un âge plus ou moins tardif. Il existe 4 types d'hérédité mendélienne. Premièrement, autosomique dominante, autosomique récessive, liée à l'X dominante et liée à l'X récessive. Nous avons également l'hérédité liée à l'Y et là, c'est une transmission qui est beaucoup plus rare, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, premièrement, les maladies autosomiques. Donc, les gènes des maladies autosomiques sont localisés sur les autosomes. Nous avons ici un karyotype humain. Nous avons dit que nous avons 23 paires de chromosomes. Nous avons 22 autosomes de la première à la 22e paire. Donc, les maladies autosomiques, donc les gènes des maladies autosomiques sont localisés sur les autosomes, c'est-à-dire de la première jusqu'à la 22e paire. Les maladies liées à l'X concernent le chromosome sexuel ou bien les gonosomes. Nous avons ici un autre karyotype donc humain. On voit donc les 23 paires de chromosomes. Nous avons les 22 autosomes et on a la paire de gonosomes. Donc là, les gonosomes, c'est soit XX chez les individus de sexe féminin, soit XY chez les individus de sexe masculin. Donc les maladies liées à l'X touchent les chromosomes sexuels ou bien les gonosomes. Particulièrement, on a dit le X, parce que le Y, c'est vraiment rarissime. Maintenant, nous allons voir un outil très utile en génétique médicale, qui est l'arbre généalogique. L'arbre généalogique est un outil qui est très utilisé en génétique médicale. Il va illustrer les relations entre les différents membres d'une même famille. Donc, il va nous renseigner sur les membres de la famille qui sont affectés ou non par une maladie génétique. Nous avons ici un arbre généalogique qui est démontré sur cette diapositive. Les chiffres romains correspondent aux générations. Donc, nous avons la première génération parentale, ensuite en 1, en 2, celle des enfants et celle des petits-enfants en 3. Et les chiffres arabes désignent les membres de la même fratrie. Donc, nous allons voir quelques symboles qui sont utilisés en génétique médicale au niveau de l'arbre généalogique. Le carré qui correspond à un individu de sexe masculin. Le cercle correspond à un individu de sexe féminin. Un losange lorsque le sexe n'a pas été spécifié. Lorsque le sujet est décédé, nous avons ici cette croix plutôt
c'est assuré. Ensuite, nous avons le symbole d'un mariage. Ensuite, le mariage consanguin. Ensuite, la relation entre les parents et enfants. Les jumeaux dizygotes et les jumeaux monozygotes. Lorsque nous avons un carré donc, qui est coloré, c'est lorsque le sujet de sexe masculin va exprimer le caractère étudié, c'est-à-dire qu'il exprime la maladie, les signes cliniques de la maladie. Lorsqu'il s'agit d'un sujet de sexe féminin exprimant le caractère étudié, nous avons le cercle qui est coloré. Ici, donc la flèche, elle démontre l'individu qui a introduit la maladie au niveau de la famille, au niveau de l'arbre généalogique. Donc, on a ici l'individu chez qui la mutation est apparue. Donc, il est appelé propositus, il est appelé aussi probant et K-index. Lorsqu'il s'agit d'un carré, c'est un individu de sexe féminin. Un rang, un individu de sexe féminin. On a ici l'hétérozygote pour un caractère autosomal récessif où on voit la coloration qui est de moitié. Ensuite, on a ici les hétérozygotes, c'est-à-dire les porteuses, lorsque c'est une maladie récessive, donc liée à l'X, les femmes sont porteuses plutôt. Nous avons ici une grossesse en cours, un avortement spontané et là, l'interruption médicale de grossesse ou bien l'ITG, interruption thérapeutique de la grossesse. Donc, en grosso modo, c'est l'ensemble des symboles qui sont utilisés dans l'arbre généalogique. Nous allons commencer par la transmission autosomique dominante. Les maladies à transmission autosomique dominante sont les plus fréquentes. Elles représentent plus de 50% des maladies mendéliennes. Leur incidence pour certaines maladies est élevée dans certaines régions géographiques. Puisque c'est des maladies donc, dominantes, la mutation d'un seul des deux allèles est suffisante pour provoquer la maladie. Et la mutation, elle touche bien sûr les autosomes de la première à la 22e paire de chromosomes. Nous avons ici un ensemble de croisements nous montrant l'hérédité autosomique dominante. Donc nous avons ici des parents hétérozygotes atteints. Le plus souvent, les sujets qui sont atteints, ils sont hétérozygotes. Donc, rarement, on retrouve des individus homozygotes parce que le mariage consanguin est plus ou moins rare. Donc, un sujet malade, généralement, il ne va pas épouser une personne atteinte de la même maladie. Donc, nous avons ici un hétérozygote atteint, grand A, petit a, l'union avec un sujet homozygote indemne, petit a. Donc, nous avons ici les gamètes. Lors de l'union, nous avons, donc avant la fécondation, nous avons au cours de la gamétogénèse, nous avons la méiose. Donc, la méiose qui a pour but de réduire le nombre de chromosomes qui était à 46, on va avoir 23. Donc, on va avoir une ségrégation qui s'est faite aléatoire des gamètes. Donc, certaines de ces gamètes vont avoir le grand A et d'autres le petit a. Donc, ensuite, dans la descendance, nous avons la moitié donc, qui sont hétérozygotes atteints et la moitié qui sont homozygotes plutôt indemnes. Toujours, en génétique médicale, le gène dominant est symbolisé par une majuscule et le gène récessif par une minuscule. Donc, le parent qui est atteint, on a dit que le plus souvent, il est hétérozygote pour la maladie. Les homozygotes, on a dit qu'ils sont rares. Donc, chaque grossesse est un événement statistique indépendant. On a rarement des mariages consanguins. Donc, les particularités de la
transmission donc autosomique dominante. Une personne atteinte a forcément un parent qui est atteint. La transmission, elle peut être par les deux sexes, chose qu'on ne retrouve pas au cours de l'hérédité liée à l'X. Nous avons également la transmission père-fils, c'est-à-dire le père, il peut transmettre la maladie à ses fils, une chose qui est absente au cours de l'hérédité liée à l'X. Donc une personne atteinte, comme on a vu, a la possibilité de transmettre la maladie à la moitié de ses enfants. Donc une possibilité de 50%, quel que soit leur sexe. Comme on voit ici, une personne, donc le père qui est malade, qui présente donc les deux allèles, il est hétérozygote. L'allèle sain qui est représenté ici en bleu et l'allèle malade qui est représenté plutôt en blanc et l'allèle malade plutôt l'allèle malade en blanc et l'allèle sain en bleu. Il s'est marié avec une femme qui est saine, avec les deux, qui est homozygote, avec les deux allèles bleus. Qu'est-ce qu'on a eu au niveau de la descendance? La moitié de ces enfants sont malades, qui sont représentés en blanc, et la moitié de ces enfants qui sont indemnes. Donc, et là, le père a transmis la maladie à la moitié de ses enfants, et quel que soit leur sexe. Et il y a eu une transmission, donc père-fils. On a vu dans la descendance qu'il y a autant de filles que de garçons atteints. Donc, c'est la même fréquence, une particularité, encore une fois, de l'hérédité autosomique dominante. Nous avons ici un arbre généalogique qui démontre très bien l'hérédité autosomique dominante. Donc, tous les enfants qui sont atteints, ils ont au moins un de leurs parents atteint. C'est ce qu'on appelle la transmission verticale des caractères. Donc, des parents qui sont normaux, le caractère récessif, il est toujours homozygote, ils n'ont aucun risque de transmettre la maladie à leurs enfants. Donc, on a dit une transmission verticale des caractères. Des exemples de maladies autosomiques dominantes. Donc, nous avons l'hypercholestérolémie familiale. C'est une maladie qui est due à une anomalie du gène récepteur pour le cholestérol, donc pour le LDL. Deuxièmement, on a le syndrome de Marfan. Donc, le syndrome de Marfan, c'est une maladie qui va toucher le squelette, qui va toucher l'œil, qui va toucher les gros vaisseaux. C'est une maladie due à une mutation du gène de la fibrilline 1. La fibrilline qui est un composant des fibres élastiques. Dans les fibres élastiques, on avait vu la fibrilline avec l'élastine. Ensuite, troisième exemple, c'est la neurofibromatose de type 1, appelée aussi maladie de Rhein-Klein-Rosen. On va voir ces signes cliniques tout à l'heure. Donc, nous avons aussi une maladie donc, neurodégénérative de l'adulte qui est la chorée de Huntington. Ensuite, on a la polydactylie. On a également l'achondroplasie. Donc, c'est un nanisme. Elle est caractérisée par un nanisme. Et nous avons également la maladie de Stickler. Donc, c'est des exemples de maladies autosomiques dominantes. Particularité de l'hérédité autosomique dominante. Nous avons quelques particularités qui vont changer l'arbre généalogique. Parmi ces particularités, nous avons premièrement la pénétrance. Donc la pénétrance, elle est dite incomplète lorsque les individus qui sont porteurs de la maladie ne présentent pas les signes cliniques. Donc la pénétrance est égale au nombre d'hétérozygotes malades sur le nombre total d'hétérozygotes. Donc c'est une fréquence qui est exprimée en pourcentage à laquelle les individus d'un génotype donné vont manifester au moins une partie du génotype.
Donc, c'est une partie plutôt du phénotype mutant. Il s'agit d'une évaluation quantitative. La pénétrance peut varier avec l'âge et avec le sexe. Donc, on va voir ça. Dans la chorée de Huntington, qui est une maladie autosomique dominante, il s'agit d'une maladie neurologique dégénérative de l'adulte. Donc, on a vu une pénétrance de 0% à la naissance, 50% à l'âge de 40 ans et on a 100% à 70 ans. On a dit qu'elle varie avec l'âge. Donc, l'allèle morbide, donc il va manifester les signes cliniques avec l'âge où on a dit 100% à 70 ans ou en fonction du sexe. Deuxième particularité de l'hérédité autosomique dominante, c'est l'expressivité. Donc, c'est l'expressivité plutôt variable. Donc, c'est quoi l'expressivité? C'est le degré ou bien l'étendue de l'expression du phénotype pour un caractère donné. Donc, ce phénotype, il peut être plus ou moins sévère selon les individus. Donc, une expressivité variable. Tout à l'heure, dans la pénétrance, on a dit que c'est une évaluation quantitative. Ici, dans l'expressivité, c'est une évaluation qualitative. Nous avons ici, comme exemple, celui de l'ostéogenèse imparfaite. Donc, l'ostéogenèse imparfaite, qui est une maladie avec une fragilité osseuse, elle est due à une mutation au niveau du collagène du gène qui code pour le collagène de type 1. Donc, quels sont les signes cliniques ici? Les manifestations peuvent être vraiment variables. Ça peut aller de formes mineures qui peuvent passer inaperçues jusqu'à des formes sévères. On peut avoir donc soit des petites formes mineures, donc une petite fragilité osseuse, jusqu'à avoir des fractures pathologiques. Nous avons ici une autre manifestation, donc qui est une coloration bleutée, la coloration bleutée de la sclérotique. Donc parmi ces manifestations sont soit cette ostéogenèse imparfaite, on a dit la sévérité, elle est très variable, fracture périnatale, une fragilité osseuse, une coloration bleutée de la sclérotique, on peut avoir même une perte de l'audition. Donc elle a une expressivité vraiment variable. Maintenant, toujours avec l'ostéogenèse imparfaite, on va donner un exemple, c'est celui du célèbre pianiste Michel Petrucciani. Comme deuxième exemple de l'expressivité variable, c'est la neurofibromatose de type 1, NF1 ou maladie de Reinkein-Rosen. Donc le gène responsable de la maladie est situé sur le chromosome 17. Et là, on peut avoir une expressivité vraiment variable selon les individus. Donc on peut avoir soit ce qu'on appelle les nodules de Lisch. Les nodules de Lisch, donc c'est quoi? C'est des tumeurs pigmentées de l'iris. On peut avoir aussi des taches caféolées, des taches cutanées, jusqu'à avoir de véritables tumeurs cutanées, des tumeurs nerveuses, donc des neurofibromes. Il s'agit de manifestations cliniques vraiment variées. Dernière particularité de l'hérédité autosomique dominante, c'est les néomutations ou bien les mutations de novo. Donc, c'est le cas index, c'est l'individu chez qui la mutation, elle va avoir, c'est lui qui va introduire la maladie au niveau de l'arbre généalogique. Le sujet malade a des parents sains. La mutation, elle s'est produite au niveau des gamètes parentaux. Donc, ces mutations de novo sont vraiment fréquentes dans l'hérédité autosomique dominante. Elles sont favorisées par un âge paternel avancé.
comme exemple est celui de l'achondroplasie. Donc l'exemple qu'on va voir est celui de l'achondroplasie. Est-ce que vous vous rappelez, on avait dit qu'il s'agit d'un nanisme. Ces mutations de nouveau dépendent de la maladie. On a dit qu'elles sont augmentées au niveau de l'achondroplasie. Donc les mutations de novo, elles représentent 50% dans la neurofibromatose de type 1, 50% dans la maladie de Marfan et 80% dans l'achondroplasie. Donc nous avons vu aujourd'hui des notions générales de génétique. Nous avons vu également l'arbre généalogique avec ses syndromes, avec plutôt ses symboles, et nous avons vu l'hérédité autosomique dominante. Donc la prochaine fois, nous allons voir l'hérédité autosomique récessive avec l'hérédité liée à l'X et je vous remercie.